Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode dont s'autorise à penser OZAP. Il y a 40 ans, exactement dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, à Tchernobyl, à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, en Ukraine, survenait le plus gros accident nucléaire jamais enregistré, avec donc la centrale de Tchernobyl qui explosait cette nuit-là. Très rapidement, les autorités françaises se faisaient rassurantes. Le professeur Pierre Pellerin, du service central de protection contre les rayonnements ionisants, assurait la population française qu'aucun danger n'était encouru. Le ministre de l'Industrie, Alain Madelin, intervenait à la télévision pour expliquer qu'il avait créé un numéro vert, car le seul problème, c'était l'information. On a rapidement déchanté. C'est aussi aujourd'hui l'anniversaire de la création de la CRIRAD, il y a 40 ans, peu après l'accident de Tchernobyl. Et en relation avec cet accident, la CRIRAD, c'est la commission de recherche indépendante, le mot est fondamental, et d'information indépendante donc sur la radioactivité. Et je reçois deux de ses membres aujourd'hui. Julien Sirène. Bonjour. Co-directeur, je crois, de la CRIRAD. C'est ça. Ingénieur géologue. Tout à fait. Et Bruno Charéron. Bonjour. Bonjour, ingénieur aussi. En génie énergétique et nucléaire. En génie énergétique et nucléaire, merci. Auteur d'un livre qui est paru il y a quelques mois chez Duno et qui s'appelle « Le nucléaire, une énergie vraiment sans danger ?» point d'interrogation, avec, entre autres, un chapitre sur Tchernobyl qui s'appelle « Mensonges d'État ». Peut-être qu'on peut commencer par revenir sur les circonstances qui ont amené, en relation avec l'accident de Tchernobyl et en relation avec la désinformation à son sujet, à la création de la CRIRAD. Il faut se souvenir du fait qu'en France, contrairement à l'Allemagne et à l'Italie, qui sont limitrophes, il n'y a eu aucune mesure de protection sanitaire. Et pourtant, les retombées de Tchernobyl, dans l'Hexagone et en Corse, ont induit une contamination des sols, puis du couvert végétal, puis de la chaîne alimentaire, qui induisait des doses de radiation, en particulier à la thyroïde pour les jeunes enfants, de parties de l'est du territoire, qui dépassaient très largement les limites sanitaires. Donc, ce qui s'est passé à l'époque face à cette désinformation, c'est que des citoyens de la Drôme et de l'Ardèche ont décidé de créer leur propre laboratoire d'analyse indépendant. Il a fallu un peu de temps. L'appel qu'a lancé Michèle Rivasi, la présidente fondatrice de la CRIRAD, à l'émission Droit de réponse de Michel Polac, a permis de recueillir suffisamment d'argent pour acheter un appareil de mesure professionnelle de la radioactivité et commencer ainsi des analyses vraiment indépendantes. Et une des actions qu'a fait ce laboratoire, le laboratoire de la CRIRAD, ça a été d'établir une cartographie des retombées radioactives de Tchernobyl dans l'Hexagone et la Corse, et on a montré que ces retombées étaient plusieurs centaines de fois, voire plus de 1000 fois, largement plus de 1000 fois, supérieures à ce que les autorités avaient indiqué à l'époque. Donc oui, il y a bien eu des informations, à la fois en France, et évidemment aussi là-bas en Ukraine, enfin en ex-URSS. Bon, la désinformation, elle a été internationale. Il y a eu une désinformation de la part, évidemment, des autorités russes, mais il y a eu aussi une désinformation de la part d'agences onusiennes. Je pense en particulier à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il faut se rappeler quand même que à l'été 1986, de hauts dirigeants de cette AIEA se sont permis de dire qu'on pouvait se permettre un Tchernobyl par an sans que ça remette en cause l'intérêt de l'énergie nucléaire. Ce qui est quelque chose de profondément choquant quand on connaît la gravité de ce qui s'est passé à Tchernobyl, le nombre de liquidateurs qui ont été exposés aux radiations. On parle là de 600 000, peut-être 1 million de citoyens qui ont sacrifié leur santé, leur vie parfois, pour permettre d'éteindre ce réacteur qui est resté quand même en feu pendant 2 semaines, et puis ensuite le recouvrir d'un sarcophage pour limiter un peu les émanations radioactives. On peut rappeler d'ailleurs à ce propos que ce sarcophage, très instable, puisqu'il a été construit dans des conditions dantesques, a été ensuite recouvert d'une arche
de protection qui a coûté 2 milliards d'euros. Et cette arche a été endommagée l'année dernière par un tir de drone russe. Les réparations sont estimées à un demi-milliard d'euros. Et ça nous montre bien que cette catastrophe de Tchernobyl, elle est loin d'être terminée. Rien que sécuriser le réacteur accidenté, ce n'est pas du tout acquis aujourd'hui. Et on ne sait pas d'ailleurs quand il sera possible de vraiment mettre en sécurité ce réacteur accidenté alors qu'on est 40 ans après. Et il y a une constante quand même dans ces affaires de nucléaire, et elle émerge tout particulièrement avec l'affaire de Tchernobyl, c'est précisément la question de l'information du public. D'où la présence du mot indépendante dans le nom de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante. Dans votre chapitre, vous parlez d'une religion d'État. Je crois, dans le chapitre sur Tchernobyl, une religion d'État française en particulier, mais on voit bien avec l'exemple de l'autorité de l'ONU que c'est aussi international, autour du nucléaire. C'est-à-dire que c'est un domaine qui n'est pas comme les autres, dans lequel le public n'a pas à avoir accès de la même manière que les autres, mais seulement à travers le filtre des autorités à l'information et aux enjeux, donc. Oui, tout à fait. Alors, pour reprendre l'exemple de Tchernobyl, il faut bien se rappeler au moment de l'accident, de la catastrophe, en France, il n'existait qu'un réseau de mesure de radioactivité dans l'air. Ce réseau, c'était un réseau qui comptait des balises qui se situaient au niveau des centrales EDF. Et donc ce réseau, dans les jours qui ont suivi la catastrophe de Tchernobyl, a détecté une forte augmentation de la radioactivité dans l'air. Aucune information n'a été communiquée au public. Au contraire, à la même période, on avait des communiqués très rassurants, en particulier un communiqué du ministère de l'Agriculture qui expliquait qu'en raison de son éloignement, le territoire français avait été totalement épargné. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que des citoyens ont décidé de créer la CRIRAD. Et la création de la CRIRAD, Bruno l'a rappelé, l'un de ses premiers travaux, ça a été d'établir cette carte. Une autre des actions de la CRIRAD, ça a été, quelques années après Tchernobyl, de mettre en place un autre réseau de surveillance de la radioactivité atmosphérique dans la vallée du Rhône. Donc la CRIRAD, aujourd'hui, gère toujours ce réseau qui compte une dizaine de stations de mesure, de Genève à Avignon. Et à partir du moment où vous avez un autre réseau de mesure de radioactivité, ça oblige évidemment le réseau de l'État à un minimum de transparence. Le pluralisme ne peut être que bénéfice de ce point de vue-là. Comment est-ce que vit la CRIRAD ? Comment est-ce qu'elle est financée ? On peut peut-être revenir là-dessus, c'est important d'en parler. Donc la CRIRAD, c'est une association à but non lucratif qui est principalement financée par ses adhérents et ses donateurs. Donc la CRIRAD compte à peu près 4500 adhérents. Et les rentrées d'argent par les dons et les adhésions représentent à peu près 60% de son budget. À côté de ça, donc la CRIRAD fait aussi elle possède son propre laboratoire de mesure de radioactivité, donc elle fait des prestations de mesure de radioactivité. Et par qui sont achetés par les collectivités locales, alors c'est ça, qui sont achetés par différents clients, ça ou... peut être des industriels. Par exemple, la CRIRAD fait des suivis de centres d'installation de stockage de déchets pour vérifier que ces installations ne contaminent pas l'environnement. Donc on fait des suivis d'eau souterraine autour de ces sites. Et par ailleurs, donc le réseau de balises que gère la CRIRAD, il est financé par un certain nombre de collectivités dans la vallée du Rhône, donc par exemple la ville de Genève, le département de la Drôme, la communauté urbaine du Grand Avignon, etc. L'idée, c'est de doubler en quelque sorte les structures d'information de l'État. Oui, tout à fait. C'est à la fois de les doubler, mais de les doubler de manière indépendante. Et on a vu dans un certain nombre d'épisodes, disons que c'était important d'avoir ce deuxième regard. Si on prend le cas, par exemple, de la catastrophe de Fukushima, 25 ans après Tchernobyl, donc en 2011, donc les masses d'air contaminées issues de Fukushima ont également atteint la France, comme Tchernobyl, à des niveaux qui étaient beaucoup plus faibles, mais ils ont quand même atteint la France. Et donc, le réseau de balises de la CRIRAD a détecté cette contamination de l'air, donc 15 jours après la catastrophe et pendant 3 semaines. Et nos mesures ont permis de montrer que les premières mesures faites par l'État, à l'époque l'IRSN en France, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sous-évaluaient la contamination en iode dans l'air. Parce qu'en fait, cet iode radioactif, il a une composante gazeuse et une composante sous forme de particules, de poussière. Ouais. Et les premières données, disons, publiées par l'IRSN ne portaient que sur les composantes de poussière.
Or, cette composante représentait seulement un cinquième de la contamination globale. Et donc, les balises CRIRAD ont permis de mesurer la totalité et de communiquer sur cette contamination. Quand on essaie de lire un petit peu ce qui s'écrit autour des effets de Tchernobyl ou d'autres accidents, autour des risques, on a vraiment l'impression qu'il y a toujours une guerre des discours et qu'il y a toujours une propension à minimiser très fortement via diverses sortes de biais qu'évidemment le commun des mortels ne maîtrise pas parmi les paramètres de mesure dans les techniques d'évaluation du risque. Et j'imagine que votre rôle à vous, évidemment, c'est de justement lutter contre cette minimisation. Oui, parce que évidemment, la radioactivité, ça ne se voit pas. Donc la première chose pour objectiver la présence d'une contamination radioactive à laquelle nous sommes soumis, c'est de la mesurer. Et c'est là où un laboratoire comme celui de la CRIRAD est très précieux. Et c'est là où aussi, depuis très longtemps, on met à disposition du grand public des compteurs Gégère, parce que dans beaucoup de cas, c'est l'action des citoyens avec un petit compteur Gégère, avec des échantillons qu'ils prélèvent et qu'ils vont nous envoyer, qui va nous permettre de mettre en évidence des contaminations radioactives. Je le raconte dans le livre, par exemple, pour les mines d'uranium en France, mines d'uranium au Niger, retombées de Fukushima au Japon, etc. Le rôle des citoyens est fondamental. Et là-dessus, la CRIRAD apporte justement des connaissances scientifiques, des outils de mesure qui vont nous permettre ensemble, les citoyens et la CRIRAD, de mettre en évidence déjà qu'il y a une exposition à la radioactivité. Ça, c'est très important. L'étape d'après, c'est de déterminer si cette exposition présente des risques. Et là aussi, on a un rôle important de décrypter les informations officielles, les rapports d'études officiels et de montrer en quoi ils présentent des biais. C'est vrai pour Tchernobyl, c'est vrai pour Fukushima. Les méthodes d'évaluation des risques officiels présentent beaucoup trop de biais méthodologiques qui font qu'ils ne peuvent pas sérieusement mettre en évidence les facteurs de risque effectifs. Et si on reste sur Tchernobyl, par exemple, la CRIRAD a lancé il y a quelques jours une interpellation des pouvoirs publics pour que, sur une question très simple, le nombre d'hypothyroïdie néonatale en Corse en 1986, que sur ce nombre, qui est très élevé, on dispose des résultats mois par mois pour justement, par comparaison, pouvoir établir le nombre de ces hypothyroïdies qui peuvent être liées aux retombées de Tchernobyl. C'est évident que s'il y a une telle bataille autour des mesures, de leur interprétation, de leur rapport à la normalité, est-ce que c'est normal ou pas, c'est parce qu'il y a des intérêts économiques et politiques qui sont absolument gigantesques derrière. C'est ce qu'on appelle le lobby du nucléaire. Bien sûr, et ce qui est particulièrement, moi, ce qui me choque profondément, c'est de voir le décalage entre la contamination réelle radioactive qu'on peut mesurer sur le terrain et puis ce que nous disent, par exemple, les industriels. Je vous donnerai un exemple qui me frappe profondément, c'est autour de la mine des Bois Noirs, dont Julien, je pense, reparlera tout à l'heure. Nous avons mesuré, au niveau du capteur, d'un des capteurs qu'utilise Orano pour déterminer l'impact de son site sur le public, nous avons mesuré une radioactivité qui est normale. Alors qu'à moins de 200 mètres, dans 3 directions différentes, il y avait des déchets radioactifs de cette mine, utilisés pour emblayer la cour d'un restaurant, la cour d'une ferme, le bord de la rivière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le capteur officiel de l'industriel était à un endroit qui n'est absolument pas représentatif de ce que subissent réellement les citoyens. Et c'est là où il y a un travail de mesure indépendant à produire qui est absolument indispensable. Alors l'exemple de la mine des Bois Noirs, donc dans le Massif central, les lecteurs du média peuvent aller sur le site, lire l'article de Julien Sirène, qui est paru tout récemment, autour donc des problèmes posés par ce lac artificiel, par le discours d'Orano, donc le groupe industriel qui a succédé à Areva, qui s'occupe du nucléaire en France, dont eh bien, le discours rassurant ne correspond pas nécessairement à la réalité sur place. Oui, alors pour rappeler un petit peu le contexte, donc en France, on a eu à peu près 200 mines d'uranium qui ont été gérées de 1945 à 2001. La dernière a fermé en 2001. Alors, ces mines ont généré des dizaines, voire des centaines de millions de tonnes de déchets radioactifs.
qui ne sont même pas comptabilisés par l'Agence de gestion des déchets radioactifs dans son inventaire des déchets radioactifs en France. Et donc, ces déchets se trouvent donc en différents sites, et en particulier au niveau du site des Bois Noirs, à la limite entre Loire, Allier et Puy-de-Dôme. C'est des résidus de minerai. Hein. C'est ça. Une fois qu'on a extrait ce qu'on voulait du minerai, il reste des scories qui sont elles-mêmes radioactives. Tout à fait, puisqu'en fait, dans la nature, donc l'uranium, c'est un métal radioactif, et cet uranium n'est pas seul. En fait, quand il se désintègre, cet uranium, il donne naissance à un autre élément radioactif qui lui-même se désintègre, etc. Donc quand on dit qu'on a une roche qui contient de l'uranium, finalement, elle contient 14 éléments radioactifs. Et donc, la roche qui est riche en uranium, on va la broyer, ensuite on va l'attaquer à l'acide pour en extraire l'uranium, mais dans le résidu, il reste 80% de la radioactivité d'origine. Et il faut en faire quelque chose. C'est ça. Et donc, dans le cas des Bois Noirs, ces résidus, donc 1,5 million de tonnes de résidus, ont été stockés dans le cours d'eau d'une rivière qui s'appelle la Bèbre. Cette rivière a dû être détournée. Et donc en aval, on a mis un barrage et pour protéger, disons, le domaine public des émanations de radon. Le radon, c'est un gaz qui est produit par l'uranium, donc produit par ces résidus. On a mis une lame d'eau. Donc en fait, ça représente un grand bassin, un bassin sous lequel se trouve ce 1,5 million de tonnes de résidus. Et le problème, c'est qu'évidemment, stocker des déchets radioactifs dans le cours d'eau d'une ancienne rivière, ce sont des conditions qui sont absolument pas pérennes. Et donc, à plusieurs reprises, depuis plusieurs décennies, la CRIRAD, avec une association locale qui s'appelle le collectif Bois Noir, a pu mettre en évidence la pollution dans le domaine public générée par ces déchets. Et on voit très bien dans l'article ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que il y a les conditions de mesure, le lieu où on prend la mesure, les modalités de calcul ensuite peuvent faire varier du tout au tout le résultat. Et en fait, on a vraiment le sentiment que ça peut être absolument manipulé dans tous les sens très facilement. Oui, tout à fait. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'avancement des connaissances scientifiques, le risque lié à la radioactivité, il est réévalué à la hausse. Et le problème, c'est que l'État et les industriels mettent en application cette réévaluation à la hausse avec beaucoup de retard. Quand ils y sont contraints. C'est ça, tout à fait. Et donc... on se rend compte rétroactivement, dans ces cas-là, qu'en réalité, les données rassurantes n'avaient pas lieu d'être. C'est ça. Donc avec d'anciens coefficients, disons, l'industriel arrive à se débrouiller pour rendre des bilans qui sont inférieurs aux limites sanitaires. Les coefficients changent, donc le risque officiel se met à dépasser les limites sanitaires. Et donc, suite à ça, l'industriel fait tout ce qu'il peut pour essayer de minimiser, de réévaluer à la baisse en modifiant sa manière de calculer les doses. Après les mines d'uranium, l'uranium arrive en France à Narbonne, près de Malvézy. Et là, deux mensonges. Dans un reportage de 2009, on voit un ingénieur d'Areva qui est à côté de fûts de concentré d'uranium au Niger et qui dit « Le métal des fûts arrête la radioactivité ». En réalité, ces fûts, nous les avons mesurés à Malvézy en France, ils sont tellement irradiants qu'on détecte cette radioactivité à plus de 200 mètres de la clôture. Oui. Et lorsque nous avons montré ça, nous avons pu obtenir que Areva change ces diagrammes par lesquels il présente les niveaux de radiation à la clôture au grand public. Avant notre intervention, les résultats c'était zéro radiation à la clôture. Après notre intervention, Areva a dû reconnaître, donner les vrais chiffres. C'est qu'il y a non seulement une radioactivité importante à la clôture, mais que pour quelqu'un qui y resterait de façon importante toute l'année, il y a risque de dépasser les limites. Donc, encore une fois, il faut absolument avoir des moyens de contrôle pour lutter contre une vraie désinformation, voire souvent des mensonges de la part des industriels. S'il n'y a pas un contre-pouvoir qui est là, en définitive, on n'a aucune garantie, on a plus exactement la garantie que les logiques de développement et de profit vont prévaloir sur l'hygiène et sur la santé publique. Oui, c'est allé d'ailleurs très très loin, puisqu'il y a quelques années maintenant a été révélé le scandale du Creusot, par lequel les autorités se sont aperçues que
une usine qui fabriquait des pièces métalliques pour les réacteurs nucléaires avait falsifié les documents qui décrivent la qualité de ces pièces. C'est-à-dire que des pièces étaient non conformes et les certificats de qualité les donnaient conformes, de façon mensongère. Il y avait de falsification. Quand l'autorité de sûreté nucléaire a découvert ça, elle a pris conscience du fait que les contrôles qu'elle effectue sont tout à fait insuffisants et que pour aller vérifier ce qui se passe dans toutes les usines, il faudrait un nombre d'inspecteurs qui est totalement impossible à atteindre. C'est pour ça que cette autorité de sûreté nucléaire, en France, a lancé un système de délation, c'est-à-dire que les travailleurs qui seraient témoins de dysfonctionnements graves peuvent aller donner les informations sur un site anonymisé. C'est quand même grave de voir qu'on est obligé, les autorités sont obligées d'en arriver à ce type d'extrémité. Alors, quand on pense au nucléaire, on pense bien sûr principalement aux centrales nucléaires de production de l'électricité, mais en réalité, il y a aussi toutes sortes de déclinaisons des usages du nucléaire au plan industriel, dans d'autres domaines. Bien sûr, on a constaté à la CREAD qu'il y a eu une exposition des citoyens à la radioactivité, pas seulement à cause évidemment du nucléaire civil, mais aussi à cause du nucléaire militaire et à cause de pratiques industrielles. Par exemple, l'utilisation de sources radioactives plus ou moins intenses dans des applications qui sont parfois mal contrôlées, qui conduisent à des situations extrêmement graves, comme ça s'est passé en 1987 au Brésil, à Goiânia, où une source hautement radioactive a été finalement dispersée dans l'environnement. Il y a eu 4 morts. Et comme ça se passe à l'heure actuelle, sans que personne n'en parle. Mais alors, il faut revenir sur ce que c'est qu'une source radioactive, parce que c'est pas évident à comprendre. C'est-à-dire que c'est un objet hautement radioactif qui a des usages, notamment hospitaliers ou industriels, c'est ça ? Alors, une source radioactive, c'est un objet qui contient des substances radioactives qui ont été introduites à l'intérieur de cet objet de manière volontaire pour certains usages. Ces sources peuvent être plus ou moins radioactives. Certaines sont peu actives, d'autres sont intensément radioactives. Et dans le cas de l'incident du Brésil, alors de quoi est-ce qu'il s'agissait ? Au Brésil, il s'agissait d'une source de césium-137, un métal radioactif artificiel, qui a été utilisé dans un hôpital pour irradier un certain nombre de choses. Simplement, quand le bâtiment a été abandonné, cette source n'a pas été enlevée. Et ce sont ensuite des ferrailleurs qui l'ont récupérée, détruite et dispersée. Sans savoir ce que c'était. Sans savoir ce que c'était. Ouais. C'est ce qu'on appelle la médecine nucléaire, hein, c'est ça. Il y a des techniques médicales, d'imagerie médicale, entre autres, je pense, qui utilisent ces objets, ces sources radioactives. Alors, des sources radioactives, elles sont utilisées dans beaucoup d'usages, des usages médicaux, mais aussi des usages industriels. On est confronté, nous, en tant que citoyens, à la présence d'objets radioactifs qui peuvent nous atteindre de façon tout à fait anormale. On a dénoncé, par exemple, il y a quelques années, mais c'est toujours vrai actuellement, le fait qu'on peut se procurer sur Internet des pendentifs, mais qui sont en réalité radioactifs parce qu'ils contiennent des substances naturelles, uranium, thorium, qui sont radioactifs, mais à des taux tout à fait anormaux. On a montré à la CREAD, par exemple, à une époque, que de la peinture des pigments utilisés dans des peintures pour les bateaux contenaient ces substances radioactives à des taux tout à fait anormaux. Et après, on arrive à des situations gravissimes qui sont là, le fait que des sources hautement radioactives ne sont pas contrôlées. Elles sont, par exemple, fondues de façon incontrôlée. Et à ce moment-là, ça libère la radioactivité dans l'atmosphère, y compris à grande distance. Mais j'imagine qu'il est censé y avoir des protocoles lorsqu'un hôpital est détruit, par exemple, lorsqu'un appareil est détruit, pour gérer ces déchets. Alors, c'est comme tout. Bien sûr qu'il y a des procédures, il y a des protocoles, il y a des réglementations, il y a des organismes de contrôle. Simplement, le monde réel nous montre qu'il y a des cas où tout ça vole en éclats. Et ce qui est très choquant, c'est que l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont l'objet est la promotion du nucléaire, continue à promouvoir le développement du nucléaire, le recours à des sources radioactives dans certains usages, alors qu'elle est incapable de garantir une gestion correcte de certaines sources, comme ça s'est passé l'année dernière en Indonésie. Oui, tout à fait. Alors, avant d'arriver à l'Indonésie, juste un petit mot sur Algeciras en Espagne, puisque donc le réseau de balises de la CRIRAD
il a détecté 2 événements de contamination de l'air depuis sa mise en place au début des années 90, donc Fukushima, on l'a dit tout à l'heure, et en 98, Algeciras. Donc au sud de l'Espagne, une source radioactive a été fondue par erreur dans une fonderie, dans une aciérie à Algeciras. Et donc cette contamination a été détectée dans plusieurs pays européens, dans l'air de plusieurs pays européens, dont la France, dont la vallée du Rhône, avec les balises de la CRIRD. Alors à des niveaux certes faibles, mais en principe, on n'a quasiment pas de présence de césium-137 dans l'air. Il s'agissait là encore d'une source de césium-137. Et on a connu un événement similaire en Indonésie en 2025, où une source de césium aurait été fondue dans une aciérie en mai, dans une zone industrielle comptant des dizaines d'entreprises, des dizaines de milliers de salariés. Et on s'en est aperçu au départ seulement à l'été suivant, plusieurs mois après. Ce sont les douanes américaines qui s'en sont rendues compte en contrôlant des cargaisons de crevettes en provenance d'Indonésie dans plusieurs ports. Elles ont détecté cette contamination. Et donc, elles ont ensuite fait une enquête. Et en remontant la chaîne, on est arrivé à cette zone industrielle sur l'île de Java, donc à 50 km à l'ouest de Jakarta. Et cette source a contaminé alors toute la zone industrielle. Donc de nombreuses usines ont été touchées, et notamment des usines de chaussures, puisque des chaussures radioactives ont également été détectées aux États-Unis, mais aussi aux Pays-Bas. Il y a toute une série d'effets en chaîne, en quelque sorte, de ce genre de choses. Et au départ, est-ce qu'on a compris exactement de quoi il s'agit ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on a pu arriver à fondre avec d'autres métaux un objet qui était radioactif ? Alors c'est le mystère, puisque quand l'enquête a été lancée par les autorités indonésiennes, donc disons à la fin de l'été 2025, la fonderie était fermée depuis plusieurs mois. Et le responsable de l'usine avait disparu. Donc le propriétaire, a priori, le responsable d'usine était chinois, il n'était plus présent. Donc ça a été compliqué de mener l'enquête. Et encore aujourd'hui, on a de nombreuses zones d'ombre sur cet épisode qui a quand même entraîné le déplacement de plusieurs dizaines d'habitants. Il a fallu évacuer plus de 1000 tonnes de déchets radioactifs. Plus de 20 usines ont été considérées comme contaminées et ont dû être décontaminées. 9 salariés ont dû être traités, ont dû être soignés du fait de leur contamination au césium. Et aujourd'hui, plusieurs mois après, en fait, on n'a plus aucune nouvelle de cet événement qui a fait très très peu d'écho médiatique, pour ne pas dire quasiment aucun, en France. Aux États-Unis, ça a été assez médiatisé du fait de cette contamination de crevettes. Mais en France, on n'a pratiquement eu aucune info en la matière. La CRIRAD a tenté d'obtenir des informations de la part des autorités, des douanes, etc. Mais on n'a pas eu d'informations. Alors, cette situation générale, finalement, de dissémination du risque nucléaire sous toute une série de formes possibles, elle renvoie aux grands choix généraux, aux grandes orientations économiques et politiques de privilégier cette voie technique. Vous disiez à l'instant que l'institution qui s'occupe du nucléaire en France, elle vise à le promouvoir. On a l'impression finalement qu'il y a une dimension de militantisme presque idéologique qui est inséparable de la gestion du nucléaire. Les deux sont liés en quelque sorte. Je parlais de l'institution internationale, ouais. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a C'est pour valable à objet l'échelle complètement internationale comme nationale, j'imagine. de le promouvoir. C'est Et ça. ce qui est particulièrement grave, et c'est ce que j'essaie de faire sentir au lecteur dans le livre, c'est qu'en fait, le nucléaire n'est pas une énergie sans danger, n'est pas une énergie verte, comme évidemment ses promoteurs, que ce soit au niveau international ou national, essaient de nous le faire croire. Le nucléaire crée des difficultés majeures, d'abord par la production de déchets radioactifs à chaque étape, depuis la mine d'uranium, en passant par toutes les étapes, la conversion de l'uranium, l'enrichissement, le fonctionnement des centrales, le retraitement des combustibles, les catastrophes nucléaires. Il y a dans toutes les étapes une exposition à la radioactivité des travailleurs, il ne faut pas les oublier, des riverains des installations et des déchets que l'on ne sait pas gérer. On nous dit souvent aujourd'hui, le nucléaire sait gérer ses déchets. C'est totalement faux. On n'a pas de solution opérationnelle de confinement de toute une série de déchets radioactifs. Les solutions ne sont pas encore au point aujourd'hui. Et pourtant,
au niveau international et national, certains nous disent qu'il faut relancer, continuer dans cette voie alors qu'elle n'a pas de solution pour beaucoup de problèmes qu'elle pose. C'est une logique de confiance aveugle en l'avenir, quoi. Dans le technosolutionnisme, oui, on manipule des choses qui engagent en fait l'avenir sur des centaines de milliers d'années. Et en même temps, les bois noirs, par exemple, je crois que les déchets vont être dangereux pendant 300 000 ans ou quelque chose comme ça. Oui, pendant des centaines de milliers d'années. Et on ne sait pas encore exactement comment ça va être géré, mais on fait un acte de foi, en quelque sorte, qu'on impose à tout le monde dans les solutions techniques futures. C'est là où il y a un aspect religion, c'est-à-dire croyance dans la technologie. On parlait tout à l'heure de Tchernobyl. Au moment de la catastrophe de Tchernobyl, le 1er et 2 mai, alors que la catastrophe commence le 26 avril, le 1er et 2 mai 1986, le professeur Pierre Pellerin, en France, le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants, publie des communications dans lesquelles il dit que même à Tchernobyl, il y a peut-être des blessés, peut-être à cause de problèmes thermiques ou mécaniques, mais certainement pas à cause de la radioactivité. Alors qu'en fait, c'est le plus gros accident accident sur un réacteur nucléaire de l'histoire. Cet homme-là était dans une posture de religion. Il pensait qu'un accident nucléaire était impossible. Il pensait que la radioactivité n'avait pas d'effet, même à des doses, disons, faibles. Ça, c'est une démarche de religion. Je crois que la CRIAD l'avait poursuivi d'ailleurs en justice. Enfin, il y a eu toute une série de développements judiciaires au terme desquels il s'en est sorti finalement. Alors, la CRIAD, l'Association française des malades de la thyroïde, et des patients individuels ont intenté une action en justice qui n'a pas abouti malheureusement, il n'y a pas eu de jugement. Il faut dire que c'est très difficile d'établir un lien entre la pathologie thyroïdienne d'une personne et son exposition à la radioactivité. Il va toujours y avoir des contestations possibles. Scientifiquement, c'est très difficile. Donc c'était un combat, sur le plan juridique, c'est un combat qui était extrêmement difficile. Cependant, la CRIRAD n'a pas dit son dernier mot. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, nous avons interpellé, y compris le président de la République, le président Macron, pour lui demander s'il reconnaît, oui ou non, 40 ans après, qu'à l'époque, l'État, ou plus précisément le service central de protection contre les rayonnements ionisants, n'a pas fait son travail. Plus grave, a laissé circuler en France, a laissé consommer des denrées qui dépassaient les normes en vigueur à l'époque. C'est quand même grave qu'un service dont le rôle est de garantir notre protection, et en particulier celle des plus jeunes enfants, que ce service n'ait pas fait son travail. Si 40 ans après, ce n'est pas reconnu, ça veut dire qu'en cas de nouvelle catastrophe, il est possible que nous soyons pas protégés ou insuffisamment protégés. Alors qu'à l'époque, rappelons-le, je crois que vous l'aviez dit tout à l'heure, l'Italie, par exemple, avait tout de suite imposé des restrictions sur la consommation des légumes, je crois, enfin, pris une série de mesures qui ont quand même probablement eu des effets salutaires sur le moment. Pour vous donner un exemple, à l'époque, en 1986, j'étais jeune élève ingénieur dans une école d'ingénieurs nucléaires. Ma compagne, à ce moment-là, au début mai, était en Italie. En Italie, on leur a dit, ne consommez pas le lait frais et certains légumes. Arrivé en France, aucune mesure de protection. Je pose la question à mes enseignants qui disent, oui, effectivement, en France, il n'y a pratiquement pas de retombées, il n'y a aucun problème. Donc, ça illustre aussi... C'est une foi commune, quoi. Oui, ça illustre un formatage. Il y a un vrai formatage intellectuel dans le domaine du nucléaire. Et c'est pour ça que le travail que fait la CRIRAD depuis 40 ans, il faut l'intensifier, il faut le promouvoir, il faut le poursuivre pour que les citoyens aient accès à des informations un peu équilibrées, un peu rationnelles sur toutes les problématiques que pose la radioactivité et le nucléaire. Là, on est en plein dans les questions qui lient savoir et pouvoir, en quelque sorte. Un savoir scientifique qui se présente toujours comme neutre, comme objectif, comme rationnel, donc, et qui nie occulte toujours, en réalité, les effets de pouvoir qu'il soutient. Tout à fait. Et vraiment, dans le livre que j'ai écrit, ce qui me paraît le plus important, c'est de montrer en quoi le savoir doit être co-construit. Le savoir ne peut pas venir que d'élites, des polytechniciens, des grands ingénieurs, etc. Le savoir, c'est une co-construction. Et ce que fait la CRIRAD, et en ce sens, elle est relativement unique, c'est de donner des outils de connaissance à de simples citoyens
Et ces citoyens vont, avec la CRIRAD, mettre en évidence des contaminations, des pollutions, des dysfonctionnements liés à la radioactivité. Et c'est cette co-construction du savoir, ce qu'on appelle aujourd'hui la science citoyenne, qui nous offre des possibilités d'être beaucoup plus pertinents sur notre compréhension du monde. C'est vrai pour la radioactivité, c'est vrai dans d'autres domaines. Il y a quelque chose qui pourrait être presque opposé, contre-intuitif, disons, opposé au sens commun, avec cette idée qu'en fait, les savoirs ne sont pas neutres, hein, qui sont toujours situés. C'est quelque chose qu'on avait vu dans un épisode de La Grande Hache avec Alexis Zimmer autour des épisodes de brouillard toxique dans la vallée de la Meuse au début du siècle dernier, dans lequel il montrait qu'en réalité, c'était les scientifiques, ceux qui étaient censés être les plus objectifs et les plus neutres, qui produisaient un discours dont l'effet en dernier recours était le manque de protection, la négation des dangers et des effets bien réels, catastrophiques sur les populations. Si les scientifiques étaient neutres, il n'y aurait pas eu le scandale de l'amiante, par exemple. Donc, lorsqu'aujourd'hui, en particulier, je pense à la France, qui a quand même une forte composante cartésienne, à la France, le pays de Descartes, etc. Lorsque certains disent « la science dit que », ça n'a aucun sens. La science, ce sont des individus, des scientifiques qui peuvent se tromper, qui peuvent être soumis à des pressions. Donc il n'y a pas la science, il y a des réalités qu'il faut appréhender avec une démarche scientifique, rigoureuse, mais cette rigueur a plus de garantie de s'exercer si elle est partagée avec divers groupes qui n'ont pas les mêmes intérêts et qui n'ont pas accès au même niveau de connaissance, aux mêmes réalités. Avec une multiplication des points de vue, donc. Oui. Pas seulement ceux qui savent et qui surplombent, mais aussi ceux qui vivent, ceux qui sont intégrés et qui subissent les réalités. Oui, c'est très vrai. Par exemple, autour d'une mine d'uranium qui s'est arrêtée il y a 40 ans, justement, le cas des Bois Noirs. Si vous faites aujourd'hui, vous mandatez un laboratoire extérieur pour aller faire une étude autour de cette mine. Si ce laboratoire peut disposer des connaissances des anciens travailleurs de la mine, des riverains, ils vont vous dire « Ah ben tiens, vous feriez bien d'aller là-bas, il y a un problème. » Par exemple, sur cette mine des Bois Noirs, nous sommes allés faire des mesures il y a maintenant 25 ans autour d'une ancienne scierie dont les citoyens locaux savaient qu'elle avait été construite sur des déchets radioactifs de la mine, et nous avons montré qu'effectivement, elle était très radioactive, cette scierie, que les travailleurs à l'intérieur subissaient des doses très importantes à cause de l'inhalation du gaz radon, et que le capteur, comme c'est souvent le cas, le capteur officiel qui mesurait la radioactivité de la part de l'industriel montrait 0 radioactivité. Mais ça, nous n'avons pu le découvrir que parce que les gens locaux nous ont dit « allez voir là-bas ». Si vous ne bénéficiez pas des connaissances de ceux qui savent, des citoyens parfois, vous passez à côté de certaines pollutions. Alors pour compléter sur la question du radon et sur le comment dire le parti pris, disons, des autorités françaises. Donc en 1987, le radon, c'est un gaz radioactif, donc issu de la désintégration de l'uranium, qui est la deuxième cause de cancer du poumon, loin derrière le tabac, mais en France, ça représenterait à peu près 1500 à 3000 décès par an. Et donc en 1987, le radon est reconnu comme cancérigène certain pour l'homme par l'OMS. Les États-Unis, en 88, lancent un grand plan d'action radon parce que c'est dans les habitations qu'on est le plus exposé au radon, et donc pour réduire de manière globale les niveaux de radon dans les habitations, parce que les techniques d'assainissement existent. À la même période, donc la CRIRAD en 88 publie un dossier sur la question du radon dans son bulletin aux adhérents, tiré de documents américains, de l'Agence de la protection de l'environnement américaine. Et donc, en réaction, les pouvoirs publics, donc toujours le SCPRI, diffusent un message sur leur répondeur expliquant que le radon, alors la concentration dans l'air est infinitésimale, c'est 1/1000 de milliardième de %. Le SCPRI, je rappelle, c'est le service central pour la même. Protection des rayonnements ionisants, C'est un ça. Service d'État. Celui que dirigeait le fameux professeur Pellerin au moment de Tchernobyl. Exactement. Et donc, il nous explique que dans la vie moderne, ce sont les mineurs, donc des mines, les mineurs de fond qui en respirent le plus, mais beaucoup moins que l'homme des cavernes dont nous descendons. Ah ben, donc on est rassuré. Voilà. Et par ailleurs, le SCPRI nous conseille de nous occuper des autres pollutions bien réelles, celles-là. Voilà. Et donc, à une époque où le risque lié au radon est reconnu mondialement, en fait. Donc il faut beaucoup d'années, beaucoup de combats pour que finalement ce risque finisse par être reconnu.
en France, mais on voit encore les conséquences aujourd'hui, puisque au niveau toujours du site des Bois Noirs, on s'aperçoit qu'il y a une sous-estimation du risque lié au radon que mettent en évidence notamment les citoyens en faisant des mesures autour du site. C'est là aussi où on se rend compte de l'importance de durer dans le temps pour une structure comme la CRIRAD. C'est que sur le combat qu'on mène sur les Bois Noirs, on travaille dessus depuis 25 ans. Sur d'autres dossiers où la CRIRAD a obtenu des avancées importantes, je pense à l'école Marie Curie, par exemple, à Nogent-sur-Marne. C'est une école qui a été construite sur des déchets radioactifs au radium de l'époque de Marie Curie. Bon, à l'époque, la CRIRAD à l'époque, il y a maintenant une trentaine d'années, la CRIRAD, avec des parents d'élèves, a montré que dans les plates-bandes de cette école, il y avait une forte contamination par ce radium, ce métal radioactif. Bon, il a fallu de nombreuses années avant que l'école soit fermée, soit détruite, mais aujourd'hui, si vous allez faire des mesures dans ce secteur, il y a encore des contaminations radioactives, par exemple sur le trottoir. Ça veut dire que ce combat, il faudrait que la CRIRAD, de nouveau, s'attelle à vérifier ce qui se passe. Et ce qui est vraiment épuisant, c'est de voir que même, j'ai d'autres exemples, même quand nous dénonçons des pollutions, il faut aller revérifier après que l'industriel a bien dépollué correctement. On a de très nombreux exemples où il faut retourner une fois, 2 fois, et à chaque fois on s'aperçoit enfin pas à chaque fois, mais dans un certain nombre de cas, on va mettre en évidence le fait que malgré une décontamination, il reste de la radioactivité. C'est-à-dire qu'il y a une logique d'inertie. Bon, ça ne se voit pas en plus à l'œil nu, mais il y a une logique d'occultation générale autour de ces questions, tout particulièrement. Et c'est bien pour ça qu'il faut informer un maximum de citoyens. La CRIRAD organise des stages de formation, sensibilisation, utilisation d'un compteur GGR à l'attention des simples citoyens. Et c'est comme ça, en démultipliant la capacité de contrôle, qu'on espère arriver à limiter les cas où des gens sont exposés à leur insu à de la radioactivité de façon anormale. J'aurais bien aimé qu'on termine par la grande question, celle de la nécessité de sortir ou pas du nucléaire, celle de ce choix initial qui a été d'utiliser pleinement ces nouvelles techniques, ces nouvelles connaissances techniques, ces nouvelles pratiques pour le développement. Il y a un argument qui est toujours avancé et qui est que mais le nucléaire, certes, les déchets sont dangereux, mais en définitive, tout bien calculé, il est moins nocif, moins polluant que les autres moyens que l'on utiliserait à la place, que l'on a utilisé à la place par le passé. Quand on vous lit, on est frappé par ce choix historique, en quelque sorte définitif pour l'humanité, quand vous dites que la radioactivité, quand vous la mesurez aujourd'hui, partout en France, de toute façon, elle est supérieure à ce qu'elle était avant les premiers essais nucléaires militaires français, c'est ça, dans les années 50-60. Français et mondiaux. C'est ça. Mais là, ouais, quand vous faites ça sur le territoire français, vous constatez qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, est définitif et qui est lié à ces essais des années 50-60. Juste pour donc parler du nucléaire militaire. Plus largement, quelle est votre position sur cette question ? Quelle est la réponse que vous donnez quand on affirme que finalement, c'est un moindre mal, le nucléaire ? Pour répondre sérieusement à cette question, il faut prendre en compte l'ensemble des éléments négatifs qui sont associés au nucléaire. À la CRIRAD, nous en soulevons un certain nombre qui sont du domaine de la contamination radioactive, mais il y en a d'autres. Et parmi les autres, il y a aussi l'aspect économique. Je rappelle dans le livre, par exemple, que la décontamination, l'assainissement de certains sites industriels pollués par la radioactivité, aux États-Unis, par exemple Hanford, on parle de budget de décontamination de centaines de milliards d'euros. Ils ne savent pas s'ils arriveront au bout. Tchernobyl, on l'a évoqué tout à l'heure, catastrophe de Tchernobyl. Personne ne sait aujourd'hui si l'humanité parviendra un jour à gérer le réacteur accidenté de Tchernobyl. Fukushima, accident, 3 réacteurs ont fondu. Le cœur de 3 réacteurs a fondu. C'était en 2011. Il y a 880 tonnes
de corium, une matière extrêmement dangereuse, très radioactive, dans les entrailles de ces 3 réacteurs. Aujourd'hui, l'industriel n'a réussi qu'à en extraire l'équivalent de 1 gramme sur 880 tonnes. Donc le nucléaire nous met face à des défis qui sont incommensurables. Ce sont vraiment des défis très particuliers qui lui sont propres. C'est-à-dire que ça projette les coûts financiers, mais en fait humains, sur un avenir indéfini. Oui, absolument. Et donc les calculs qui sont faits, ou les évaluations qui sont faites en disant mais les centrales thermiques par exemple polluent beaucoup plus, enfin le nucléaire permet d'éviter toutes sortes d'autres pollutions, ça peut pas être sérieusement mis au regard des coûts à venir du nucléaire, si je comprends bien. De toute façon, toute forme de production d'énergie quelque part pollue, toute. Ben oui. La seule qui ne pollue pas, c'est si vous ne produisez pas d'énergie. Donc évidemment, si la clé numéro 1, c'est les économies d'énergie. Le recours à des moyens de transport, des moyens de production, des moyens de tout, qui consomment moins d'énergie. Ça, c'est la clé numéro 1. Après, quand on compare les diverses sources de production d'énergie, en général d'électricité en particulier, il faut rappeler donc que le nucléaire est associé à des difficultés très spécifiques qui lui sont propres. Exposition à la radioactivité à toutes les étapes, quelles que soient les technologies, réacteurs à l'uranium, réacteurs au thorium, réacteurs de fission, de fusion, il y a une exposition à la radiation des travailleurs, des populations, des problèmes de déchets radioactifs donc, que l'on ne sait pas gérer et des conséquences qui sont, alors là, cette fois, totalement ingérables en cas de catastrophe majeure. Alors après, on nous dit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de catastrophe. Ça, c'est faux. Même en France, les autorités reconnaissent que la catastrophe nucléaire est possible. Et avec les défis du changement climatique et avec les défis tout à fait nouveaux de la guerre, c'est ça. Il y a aussi il faut rappeler quand même un impondérable politique qu'on ne peut pas mesurer. En Ukraine, la centrale de Zaporijia, vous le savez, a vu sa sûreté très affectée par la guerre. Récemment, il y a eu des bombardements sur proches d'installations nucléaires en Israël, en Iran, ou carrément sur les installations en Iran. Donc tout ce qu'on nous dit sur les marges de sécurité qui permettraient d'éviter une catastrophe en France, ça ne tient pas quand on prend en compte la réalité du monde qui se dessine. Et c'est là où le nucléaire n'est pas résilient, ni d'un point de vue financier, ni d'un point de vue analyse des risques. Pour compléter sur l'Ukraine, donc la centrale de Zaporijia, qui est la plus grande centrale d'Europe, si je ne me trompe pas, elle compte 6 réacteurs nucléaires, elle est actuellement arrêtée, mais même quand une centrale est arrêtée, elle doit être refroidie en permanence parce que le combustible qui se trouve à l'intérieur doit être refroidi par apport d'eau permanente. Et donc, pour pouvoir refroidir une centrale arrêtée, il faut un apport d'électricité pour faire tourner des pompes. Donc de l'énergie. C'est ça. Et donc cette électricité vient d'autres installations, donc elle ne vient pas directement de la centrale, mais à plusieurs reprises, et encore 2 fois je crois ces derniers jours, la totalité des lignes d'alimentation électrique de la centrale ont été rompues. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la centrale bascule sur une alimentation de secours, avec des groupes électrogènes de secours, mais on voit bien qu'on n'est pas dans la catastrophe, mais on n'en est pas très loin quand même. Et donc c'est d'ailleurs quelque chose que pointe très fréquemment l'AIEA, parce qu'on voit que les principes que prône l'AIEA pour que le nucléaire puisse être développé de manière sûre sont fortement ébranlés avec le cas de l'Ukraine. Merci beaucoup à l'un et l'autre, Julien Sirène, Bruno Charéron, d'être venus nous parler de ces risques terribles que le nucléaire fait peser sur l'ensemble des sociétés humaines. Je rappelle donc l'existence de ce livre, paru il n'y a pas longtemps, Le nucléaire, une énergie vraiment sans danger, de Bruno Charéron. Et puis, je renvoie bien sûr ceux qui nous regardent à la page internet de la CRIRAD, donc cette commission de recherche et d'information indépendante, c'est absolument fondamental, sur la radioactivité, dont vous êtes tous les deux membres, et qui, donc, elle aussi fête ses 40 ans ces temps-ci. Je renvoie aussi à l'article de Julien Sirène, qui est récemment paru sur le site du Média, autour des problèmes posés par les déchets toxiques du Bois Noir, un site dans le Massif central. Merci à l'un et l'autre. Merci. Merci.
Et merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode d'On s'autorise à penser. Je vous rappelle que le média ne vit que de vos dons et abonnements. Rendez-vous sur le site internet lemediatv.fr. À bientôt sur le média.